Vous n'avez jamais pris de vacances? Jamais, jamais, non. Et vous souhaitez en prendre? Oui, bien entendu. Comme tout le monde part en vacances. Pourquoi que les agriculteurs ne pourraient pas partir un peu, prendre un peu de plaisir? Le mois de juillet est revenu. Et avec lui, la chaleur, les moissons, les gros travaux. Et puis aussi les vacanciers, toujours plus nombreux, plus libres et, sans le vouloir, plus provoquants. Car pour l'agriculteur qui tourne toute la journée sur son tracteur, c'est le temps des comparaisons. Il voudrait bien pouvoir arrêter sa machine sous un arbre et aller lui aussi se rafraîchir dans le lac voisin. La tentation des vacances vient jusqu'à lui dans cette usine sans porte et sans toit, son champ. Seulement voilà, les congés, cette liberté garantie à date fixe, les congés ne sont pas pour lui. Lui ne peut pas s'arrêter, même s'il fait très chaud, même s'il est fatigué, même s'il est malade. Car alors, c'est sa femme qui doit ajouter son travail à sa propre tâche. Car une vache, un fruit, un épi de blé, cela ne se débranche pas comme une machine-outil. Cette bataille pour la liberté de partir, d'aller voir autre chose, un groupe de familles paysannes de la région de Besançon essaye de la gagner. L'association a embauché un agriculteur volant, un dépanneur en somme, que l'on appelle au secours quand on veut partir, un peu comme on engage une dactylo intérimaire dans une maison de commerce. Le dépanneur, c'est Monsieur Roussel. Aujourd'hui, il s'occupe des vaches dans cette ferme, demain, il fera les foins ailleurs. Il est devenu salarié sans quitter pour autant le seul métier qu'il connaisse. Il a 4 semaines de congés payés, 850 francs par mois, et finalement, jamais de patron pour le surveiller. Alors, Monsieur Roussel, ça marche la traite? C'est très bien, oui, ça va. Quel effet ça vous fait de traire tous les jours des vaches différentes? Bon, ça ne me change pas beaucoup parce que du moment où j'étais agriculteur dans le temps, alors ça me dérange pas beaucoup, quoi. Pourquoi vous êtes parti de chez vous? Mais la ferme était trop petite, quoi. Puis pas moyen de s'agrandir. Parce que là-haut, hein, pour trouver du terrain, c'est pas possible. Les gens, ils le louent pas, ils l'achètent, quoi. Vous estimez que le métier de cultivateur, quand on a trop petit, c'est... Ah oui. Autant partir, ça, c'est pas la peine. Et vous aimez le travail que vous faites actuellement? Ben oui. Oui, pourquoi? Parce que je suis toujours je suis né là-dedans, quoi, s'il faut dire. Puis je préfère ça que de travailler à une usine ou à Rodia ou un truc comme ça, quoi. Quitte à être salarié, mieux vaut l'être dans l'agriculture, quoi. Ce jour-là, M. Roussel travaillait chez les Grands Perrins, car c'était au tour des Grands Perrins de partir. Un vieux projet auquel ils avaient rêvé longtemps. Mais à la campagne, il est difficile de mettre la clé sous la porte. M. Roussel était bien là, c'est vrai, mais la nature avait mis son veto. Oui, on a fini, mais... Non, encore pas. Et demain? Oh, il n'y a pas à rentrer demain. Il n'y a rien à faire? Non, non. Ah bien. Parce que la faucheuse a cassé. Ah? Bijam, il t'en a pas trop fait voir aujourd'hui? Non, non, ça a été. Ah, ben c'est bien. Alors, monsieur Grandpérin, la journée a été dure? Oh oui, oh, ça va, on a l'habitude, force. Oui. Vous n'êtes pas un peu triste aujourd'hui, vous devriez être en vacances? Oui, mais bien obligé, c'est le temps qui n'a pas été. Oui. Vous aviez prévu de partir, vous aviez prévu... Oui, un peu pour la première fois que j'ai pris le remplaçant, pour essayer, pour voir comme ça voulait aller, comme s'il était habitué, pour l'habituer un peu à la maison, parce que si on part 8 jours, alors qu'il est tout seul pour faire tout le travail, pour l'habituer un peu, pour voir ce que ça donne. Ça. Mais je crois que ça va. Ça va. Alors pourquoi vous n'êtes pas parti cette fois-ci? Ah ben pourquoi je suis pas parti? Parce que il y a encore des points qui n'étaient encore pas finis, quoi. Autrement, on serait parti. Ça, alors vous aviez tout prévu, le départ, tout prévu, tout, oui, oui. Et votre femme aussi est un peu triste? Oh, oui, surtout elle, parce que nous, comme elle n'est pas une paysanne née, tandis que moi, ça me fait pas tout à fait pareil qu'elle. Vous n'avez jamais pris de vacances? Jamais, jamais, non. Et vous souhaitez en prendre? Oui, bien entendu. Comme tout le monde part en vacances. Pourquoi que les agriculteurs ne pourraient pas partir un peu, prendre un peu de plaisir? Pourquoi vous croyez que c'est important, les vacances? Oh, ça détend, et puis un peu le souci, on laisse le souci derrière un peu. Puis, je sais pas, moi. Puis à force, c'est comme, c'est pas pour être, mais c'est un peu
pour faire un peu comme les autres, puis ensuite de ça, pour pas toujours rester à la maison, toujours à la même place, faire toujours le même travail, aller voir un peu, s'instruire un peu ailleurs, pour voir ce qu'ils font. Vous dites, on laisse le souci derrière, mais je suis sûr que si vous partiez, vous seriez inquiet, non? Non, du tout, pas moi. Non. Pas moi, non. D'abord, j'ai confiance au monsieur Roussel, là, puisque je l'ai vu travailler, et ça va, c'est très bien. Très bien. Mais, par exemple, vous pourriez pas vous faire aider par un voisin? Quand vous partiez, par exemple? Oh non, c'est impossible, ça. C'est pas possible, non? Vous buvez un coup? Volontiers. Pourquoi c'est pas possible, monsieur? Oh non, parce que, vous savez, tout le monde a un peu, pas sa technique, mais un peu sa mode de soigner, sa mode de traire, ses habitudes. Vous m'avez dit tout à l'heure que vos meilleurs copains étaient des ouvriers. Vous enviez le genre de vie des ouvriers? Ah non, du tout. Non, j'envie pas les ouvriers. Non, j'envie pas les ouvriers. Puisque je suis né là-dedans, mais je me place pas comme tous les agriculteurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment pas assez sortis, pas assez... C'est pas question qu'ils sont pas intelligents, mais pas assez sortis surtout. Les ouvriers, j'avais parlé des ouvriers tout à l'heure, me voir enfermé dans une usine, ce serait, je sais pas moi, me mettre en prison. C'est pas possible. Je suis gagné là-dedans, c'est pas possible d'aller ouvrier. Il y en a qui arrivent, mais Dieu sait avec quel sacrifice. Puis, ils sont encore pas bien heureux. Aussitôt qu'ils ont un moment, ils vont aider à leurs parents, ou bien leurs frères, ou bien leurs amis, quelque chose. Mais autrement, on voit bien que ça ne leur plaît pas tellement. Ils sont obligés, quoi. La chaîne, les cadences de travail, l'horloge pointeuse des usines, c'est cela que craignent Grand Perrin et tant d'autres agriculteurs. Pourtant, dans un monde qui ne peut s'enrichir qu'en s'industrialisant, n'est-ce pas ce qui attend la plupart des 200 000 paysans qui, chaque année en France, abandonnent la terre? Il y a 15 ans, notre pays comptait autant d'agriculteurs que d'ouvriers. Aujourd'hui, il y en a 2 fois moins. Mais être ouvrier ne signifie pas forcément vivre en ville et troquer la fourche contre la manette. Dépassant Grenoble, nous sommes allés plus haut, en montagne. Nous devions nous arrêter à Pelle-la-Folle, un petit village de l'Isère, près du lac du Sautet. Là, les terres sont en pente. De tout temps, le travail y a été pénible, ingrat. Mais aujourd'hui, quand on pense à ce que peut réaliser la mécanisation dans les grandes plaines fertiles, la culture de ces champs inclinés ne semble pas seulement anachronique, mais absurde. Seulement voilà, comment dire à un paysan qui peine toute la journée dans les conditions les plus dures que son effort est rigoureusement stérile, à la limite préjudiciable même? Comment lui faire comprendre que sa faux, sa serpe et sa binette ne sont plus que des pièces de musée du folklore et que ces vaches, comme celles des Indes, sont devenues pour l'économie du pays de coûteux parasites? Comment dire à un homme que le prix qu'on paie le fruit de son travail est une charité déguisée? Par chance, M. Grise l'avait déjà compris. En attendant que l'État lui propose d'autres moyens d'existence, il continuait avec sa femme à produire un peu de tout et à vivre chichement. Quand est-ce que nous montons les génisses à la montagne? Ah ben, la semaine prochaine, il ne faudra pas manquer de faire l'échange. Monter Ketty et descendre Rosy. Cet après-midi, on ferait bien d'aller voir un peu les 2 abondances qui sont derrière le collet. Hein. Oui, voir s'ils ont encore assez de l'eau. Oui, voir l'eau, puis leur ouvrir le second parc pour l'herbe. Hein. Oui. Parce qu'avec cette chaleur, l'herbe diminue. T'as vu, les choux ont repris des chenilles. Il faudra poudrer encore, alors. Oui. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors, vous avez bien dormi? Oui, merci. Vous allez en promenade, qu'allez-vous faire aujourd'hui? Nous allons faire de commission. Ah, c'est bien, c'est bien. Eh bien, moi, je m'en vais casser la croûte. Bonne journée. Ces gens-là sont des touristes hollandais. Pendant les vacances, M. Grise leur loue une maison rurale qu'il a aménagée à cet effet. C'est l'un de ses principaux revenus. Vous avez quel âge, monsieur Grise? Eh bien, j'aurai 55 ans dans un mois. 55 ans. Oui.
Et vous vivez ici, à Pellafol, sur combien d'hectares? 6 hectares de terre labourable, dont 1 hectare et 20 hectares en location. Et puis alors le reste est constitué par 4 hectares environ de près de fauche ou pâture. Ce ne sont plus de près de fauche parce que c'est en pente. Donc ce sont des pâtures surtout valables au printemps. Vous avez combien de vaches laitières? 4 vaches laitières. C'est variable, 4, 5, 3, 5 si vous voulez. Ça fait combien de litres de lait par jour actuellement? Oh, actuellement c'est près de 30. Et vous pensez que pour vous, il y a un avenir dans l'agriculture? Oh bien, à mon âge, il n'est guère possible de parler d'avenir. On maintient, on fait tant qu'on peut. On a beaucoup de peine pour un revenu, pour un résultat certainement médiocre, quoi. Vous savez, voyez, par exemple, nous sommes producteurs de viande. Eh bien, nous n'allons guère à la boucherie, parce que pour nous, la viande est trop chère. Seulement, se reconvertir à mon âge, c'est difficile. Ça pose bien des problèmes. Vous voyez, à temps perdu, je travaille avec un charpentier couvreur. Eh bien, malgré toute ma bonne volonté, je me rends compte que lorsqu'il faut apprendre, c'est à mon âge, à 55 ans, disons-le, c'est difficile. C'est difficile. On sait on pratique ce qu'on sait, mais pour améliorer, c'est difficile. Et si l'État vous aide à partir, c'est-à-dire si on vous donne une retraite? Eh bien, alors là, c'est envisagé, bien sûr, c'est envisagé. J'abandonnerai volontiers, ou bien de penser avoir un peu moins de travail au point de vue agricole, et puis avoir quelque chose de plus rentable en dehors de l'agriculture. Vous êtes jeune, ça vous prend pas le cœur d'abandonner Si, mais il faut se faire une raison. Vous estimez donc que vous avez moralement le droit de demander de l'argent pour libérer la France des excédents de produits laitiers? Oui, je l'admettrai bien. Je l'admettrai bien. Oui, M. Grise est prêt à jouer le jeu et à se convertir. Mais les autres, ceux qui sont enracinés sur leur terre depuis tant d'années et qui sarclent, bêchent, binent encore, à l'âge où dans les villes, on ne se fatigue plus qu'à la pétanque ou à la manille. Bien sûr, c'est une question de temps. Déjà, les jeunes ont d'autres goûts, des besoins que leurs aînés n'ont pas, une mentalité différente. Plutôt que de s'acharner sur des exploitations impossibles à moderniser, certains sont souvent prêts à tenter leur chance ailleurs. Seulement voilà, où et pourquoi faire? Un exode rural limité est nécessaire, soit, mais le pays doit avoir quelque chose de valable à proposer à ceux qui veulent quitter la terre. Et puis, il convient plus d'aménager les campagnes que de les déménager, car il ne saurait être question de transformer la France en désert et d'abandonner ses villages aux ronces et aux orties. Libérer l'économie agricole de ses excédents ne signifie pas arrêter toute production. Il faut produire ce que nous consommons pour ne pas avoir à l'importer et être prêt à fournir la demande étrangère de façon compétitive. Le tout, c'est de travailler dans de bonnes conditions et de mieux organiser la commercialisation. Voici l'exemple d'une première étape, se grouper pour vendre. Là-bas, de l'autre côté du Rhône, au-delà de la Voulte, c'est la vallée de l'Eyrieux. Une petite vallée pittoresque du département de l'Ardèche, avec ses vergers en timbre-poste collés à flanc de coteaux. Autrefois, c'était une vallée sans histoire. On produisait de belles pêches et cela se savait, là où il était important que cela se sache, aux Halles, à Paris. Alors, on les vendait facilement et à un bon prix. Mais aujourd'hui, des pêches, il en vient de partout où le soleil brille. Du Gard, du Vaucluse, de la vallée de la Garonne, d'Italie même, depuis le marché commun. Même des gens d'ici, ceux qui, à défaut de terre, avaient un peu d'argent, sont descendus dans la plaine du Rhône et se sont mis à planter des arbres, des milliers d'arbres. Oh, bien sûr, les petits arboriculteurs de la vallée de l'Eyrieux auraient pu verser une larme sur le bon vieux temps, les faciles années d'autrefois, et, découragés, se mettre à la recherche d'autres métiers. Mais parmi eux, il y avait des jeunes décidés à s'accrocher à cette terre qu'ils aimaient. Il y avait Alibert, Delarbre, Gilbert Louis. Alors, plutôt que de changer de métier, ils ont changé de façon de travailler. 120 d'entre eux se sont réunis pour vendre tous leurs fruits sous la même étiquette, comme si toutes ces pêches provenaient de chez le même producteur, afin que cela se remarque mieux, pour qu'on s'en souvienne. Mais il n'y a que cette étiquette qui soit commune. C'est la limite du groupement. Tout le travail de production se fait séparément, verger par verger, en famille avec le gamin et le grand-père, comme ici, chez M. Alibert, le président.
Tout à l'heure, monsieur Alibert, je vous ai dit que c'est un beau pays ici. Vous m'avez dit un beau pays pour les touristes, mais pourquoi? C'est pas un beau pays pour les agriculteurs? Si, c'est peut-être un beau pays pour l'agriculteur, mais c'est le travail qui est un peu dur, quoi. C'est dur, c'est des coteaux. C'est des coteaux, nous n'avons pas de grande superficie. Oui. Vous avez combien d'hectares? 7 hectares. Je vais vous poser une question, là. Vous me dites que le travail est plus dur, mais est-ce que le supplément de travail est payé ici? Jusqu'à maintenant, non. Nous espérons peut-être qu'à l'avenir, le travail familial sera de nouveau rentable, c'est-à-dire qu'il y aura une différence à la vente. Parce qu'ici, le travail est fait, comme je vous le dis, en famille, et la pêche est cueillie en général bien à point. Alors que dans les grosses exploitations, quand tout le travail est fait par de la main-d'œuvre étrangère, souvent, qui n'a pas de grande connaissance au point de vue cueillette, le résultat n'est pas le même que chez nous. Alors ici, vous vous êtes groupés, vous avez créé un groupement pour vendre vos pêches. Oui, parce qu'on s'est aperçu qu'avec le marché de Rungis, la vente devenait plus difficile, c'est-à-dire que le commissionnaire n'était plus intéressé par les petits lots qui se trouvaient par là. Vous vendez à la commission? C'est-à-dire Oui, que général, vous confiez à quelqu'un d'autre le soin de vendre pour vous? C'est ça. En général, toute la vallée expédie à la commission et surtout sur Paris. Après la cueillette, voici l'emballage. Nous sommes dans l'atelier d'un autre producteur de la vallée, M. Delarbre. La planchette à trous qui se balance au plafond sert à classer les fruits par grosseur, selon la technique du passe-boule. Enfin, en principe, car ici le calibrage se fait à l'estime, au coup d'œil. Tout ce petit monde va vivre sur le kilo de pêche vendu au départ du village, c'est-à-dire tout emballé, 60 centimes quand tout va bien. À peu de choses près, la somme que le détaillant là-bas à Paris prélèvera sur ce même kilo simplement pour le distribuer. Parce que lui aussi doit faire vivre sa famille et que toutes les pêches qu'il vend dans la semaine ne font guère plus que son propre poids. Ça n'est déjà plus de l'arboriculture, ça, c'est du commerce. Hein. Oui. Vous conditionnez vous-même tous les fruits que vous produisez sur l'exploitation? Tous, oui. Et ça se fait comme ça dans toutes les exploitations de... Dans toutes les exploitations de la vallée de l'Eyrieux, le conditionnement se fait en famille. C'est un conditionnement artisanal et tous les moyens familiaux sont bons pour arriver à nos bouts. Je crois que dans l'artisanat, il est difficile de calculer un prix de revient au plateau, par exemple, ou aux 10 plateaux ou sur une expédition. Pour l'emballage, pour le conditionnement. Hein. Pour les arboriculteurs de Saint-Fortunat, il n'est pas question d'expédier à Lyon, à Marseille ou à Strasbourg, encore moins d'exporter. Toutes leurs pêches prennent le chemin de Paris, via Rungis. Paris seulement, car c'est l'habitude depuis des années et des années. On connaît le transporteur, le commissionnaire est un ami. Alors pourquoi changer? Changer, oui. Ces arboriculteurs n'y songent pas. Ce train va beaucoup plus loin que Paris, mais il roule trop vite pour eux. Il roule vers les grands marchés de l'Europe des Six, vers Hambourg, Bruxelles ou Amsterdam. Il roule vers ces acheteurs qui commandent par téléx des tonnages évalués par ordinateur. Il roule vers une certaine façon de concevoir l'offre et la demande, ou plutôt la demande et l'offre. Une conception qui ne s'appelle plus distribution, mais marketing. Car le temps n'est plus aujourd'hui où l'on peut mettre sur le marché ce que le verger veut bien produire en comptant sur les commerçants pour le distribuer, c'est-à-dire le faire disparaître par on ne sait quelle magie. Un arboriculteur moderne doit être attentif à produire sur commande, comme il le ferait s'il était industriel. Il doit cueillir le fruit vert pour celui qui le veut vert. Il doit aussi arracher ses arbres et en planter d'autres si ces variétés ont cessé de plaire. Bref, il doit être prêt à s'adapter. Alors seulement, il créera des richesses qu'il ne sera pas besoin de détruire, de stocker ou de vendre à perte. Partout en France, à la même heure, des milliers de paysans font les mêmes gestes de la récolte. Ils les font sans savoir le plus souvent ce que deviendront les fruits de leur travail, s'ils seront acheminés vers les consommateurs ou bien détruits. C'est la rançon un peu absurde de la division du travail. Nous vivons dans un monde qui, dans son ensemble, est sans doute plus puissant, mais où chacun prie individuellement est chaque jour un peu plus faible, un peu plus isolé, un peu plus ignorant aussi du rôle qu'il peut jouer, de son avenir. Bien sûr, le tribut à payer au passé est lourd, tellement lourd qu'il risque de freiner quelque peu la marche en avant du pays. Mais est-il vraiment possible de progresser en laissant derrière soi le 6e de ses compatriotes?
L'agriculture n'est pas seulement un dossier. Derrière les chiffres, derrière les constructions intellectuelles, derrière la raison d'État, il y a des hommes, des paysans qu'il faut rassurer et aider à devenir forts, en cet instant où, après avoir nourri la terre entière, ils sont en droit de se demander à quelle sauce on veut les manger.